Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à cette nouvelle communication. Alors aujourd'hui j'ai souhaité aborder avec vous le sujet que traite notre dernier ouvrage paru aux éditions Lulu et intitulé Banga Inuat qui en langue bassa signifie la parole divine et qui est un essai sur les hiéroglyphes égyptiens. Naturellement, le livre est disponible sur le site www.lulu.com et j'invite ceux qui ont cette possibilité de l'acquérir afin de pouvoir nourrir les débats sur les questions que nous abordons dans cet ouvrage. Lorsqu'on parcourt les bibliothèques, il est aisé de tomber sur des ouvrages qui existent actuellement et qui traitent donc des graphies hiéroglyphiques. Et je présente ces deux ouvrages-ci simplement parce qu'ils sont en français. Donc pour ceux qui parlent le français, ils auront donc la facilité d'y découvrir les graphies hiéroglyphiques. Mais il faut savoir que en égyptologie, le travail est beaucoup plus avancé, si l'on veut, avec l'égyptologie allemande et puis naturellement anglaise, où les ouvrages sont beaucoup plus documentés, disons. Pour moi, ces ouvrages sont importants pour les graphies, et seulement pour les graphies, parce que nous rencontrons beaucoup d'éléments qui nous paraissent des incorrections, ou des choses dont il faut s'émanciper. Donc je le dis comme ça en passant, pour moi ce ne peut être des ouvrages de référence, c'est certain, mais ils ont l'avantage de présenter les graphies à partir desquelles nous pouvons travailler. Voilà. Alors j'ai souhaité introduire cette communication avec cette note de Diodore de Sicile, qui est un écrivain grec qui a vécu autour du 1er siècle de l'ère actuelle. Et donc dans sa bibliothèque historique, Diodore de Sicile dit la chose suivante. Afin de ne rien omettre de ce qui peut intéresser l'histoire ancienne, disons maintenant un mot des caractères éthiopiens appelés hiéroglyphiques par les Égyptiens. Ces caractères ressemblent les uns à diverses espèces d'animaux, les autres aux membres du corps humain, d'autres enfin à des instruments mécaniques. Aussi, le sens de leur écriture n'est-il pas le résultat d'une réunion de syllabes, mais il ressort de la signification métaphorique des objets tracés, signification que l'exercice grave dans la mémoire. Alors cette note de Diodore de Sicile, souvent oubliée, est très importante puisqu'elle permet de rappeler que les caractères hiéroglyphiques sont d'origine éthiopienne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me paraît importante à souligner, c'est que le sens de leur lecture n'est pas le résultat d'une réunion de syllabes. Autrement dit, on ne lit pas les graphies hiéroglyphiques comme si on lirait, comme on lirait un roman, par exemple. Il faut toujours considérer l'aspect métaphorique qui permet en fait de la philosophie. Et c'est cela la véritable ambition du scribe, lorsqu'il produit des idéogrammes. Voilà. Donc pour nous, c'est très important de le souligner parce qu'aujourd'hui, avec l'espéranto égyptologique, on rajoute des E un peu partout avec la prétention de vocaliser de cette manière les graphies. Ce qui, nous l'avons déjà dit et nous le répétons ici, est une méthode qui n'a pas d'avenir. Qui n'a pas d'avenir et qui constitue même à nos yeux une forme d'imposture. Bon. Alors, je vais commencer, poursuivre si vous souhaitez, parce qu'on a déjà commencé naturellement. Je vais poursuivre avec donc des exemples. Donc, ces deux signes ou symboles, appelez-les comme vous le souhaitez, mais on va dire des signes, donc qui représentent un poussin appelé poussin de caille et une corde. Alors, le poussin de caille est classé G43 dans la liste d'Alan Gardiner et la corde est classifié ou classé V1. Ce sont des signes interchangeables, donc qui ont la même valeur phonétique, donc le W, l'UU, donc le OU, et ce sont des signes qu'on appelle des phonogrammes unilitaires. Alors c'est un ensemble de termes un peu savants que nous allons prendre le soin d'éviter pour cette communication que nous destinons au grand public. Mais je donne la référence pour que
la présentation soit complète, tout simplement. Voilà. Alors donc, il faut savoir que ce sont des signes qui sont interchangeables et qui ont la même valeur phonétique et la même valeur symbolique aussi. Hein. Donc l'un peut remplacer l'autre dans les graphies hiéroglyphiques. Et si vous avez la chance de parcourir un dictionnaire hiéroglyphique, vous allez très rapidement vous rendre compte de l'omniprésence du poussin de caille ou de la corde donc, dans les graphies. Ceci est ceci est justifié par un ensemble de choses que nous allons découvrir tout à l'heure. Voilà. Alors, je présente également maintenant ces deux graphies pour bien montrer que ces signes sont effectivement interchangeables. Ici, nous avons donc la représentation de la deuxième personne du singulier, donc le tu, qui va s'écrire qui va se translittérer, si vous le souhaitez, TWT, donc tu es, et tout avec le féminin, donc le T qui est considéré comme muet. Sauf que la forme féminine, vous le voyez, plutôt que d'utiliser le poussin de caille, utilisera donc la corde. Ça montre bien que ces signes sont interchangeables, puisqu'ils ont la même valeur phonétique, si l'on veut. Et cette relation est aussi perceptible à partir des langues éthiopiennes. Ici, par exemple, je prends l'exemple du bassa, où pour dire tu, on va dire ou, et notre prétention est d'affirmer que c'est sur cette base d'ailleurs que l'égyptologie utilise le ou pour rendre compte donc du poussin de caille ou de la corde. Parce que les langues éthiopiennes traduisent le tu avec le ou, comme ici en bassa, on va dire ouye, donc tu es, ouye l'âme, donc tu es beau par exemple. Donc c'est un peu le cas avec de nombreuses langues éthiopiennes qui utilisent les mêmes formes en fait pour traduire la deuxième personne du singulier. Voilà. Alors ici nous avons une évolution à partir du TWT, donc le tout ou tu, c'est le tu en fait, qui est d'ailleurs présent aussi en français, le you en anglais, mais ça naturellement si on a le temps on pourra y revenir, mais c'est pas vraiment le sujet. Et nous avons une évolution ici de la graphie qui va aussi affecter le sens de la graphie, parce que elle est maintenant suivie en fait d'un déterminatif que nous avons donc encerclé, qui est une momie dressée, et elle se lira donc TWT, donc translittérée toute si vous le souhaitez, avec le sens de statue, image, effigie, figure. Voilà. Et naturellement, la momie dressée évolue dans le registre funéraire. C'est la raison pour laquelle vous avez la même racine qui est sollicitée au sein des langues éthiopiennes pour rendre compte de la notion de mort. Vous avez ici par exemple le Bassa-O, mourir, le Boulou Aou, la mort, Boshi Iwa, mourir, le Makame Ifwa, mourir, le Bena Ifwa, mourir. Il faut savoir que toutes ces langues évoluent dans le même domaine linguistique, qui est le domaine considéré comme bantou, bien que ceci ne veuille rien dire, ça on est bien d'accord là-dessus, mais il faut savoir que c'est un même mot qui est simplement ici décliné avec ses variantes, mais c'est le même mot qui procède en réalité de cette racine, donc qui est le ou, que nous décrivons depuis tout à l'heure. Mais ce qui est curieux, et vous l'observez comme moi, c'est que l'égyptien pharaonique donc accorde le sens de statue, image, effigie, figure, lorsqu'il adjoint à cette racine, si vous le souhaitez, un déterminatif qui est la momie dressée. Mais ceci est aussi vérifiable au sein des langues éthiopiennes, puisque nous avons notamment, pas seulement, mais notamment le teke, langue parlée au Gabon, qui va dire ifwa, statut, portrait, figure, apparence, fwana, ressembler, qui est une variante donc de ifwa, fwana, ifwa, se ressembler, ifwa, imo, la ressemblance. Donc vous voyez que le Makame dira ifwa, mourir, et le teke, ifwa, statut, portrait, figure, apparence, qui est le sens de tout, qui signifie statut, image, effigie, figure. Voilà, donc c'est une relation immédiate et évidente. C'est pour cette raison que nous choisissons ces exemples, parce que réellement ici, c'est évident. En tout cas, ça nous paraît comme tel, mais c'est sûr que la discussion est toujours possible, naturellement. Bon. Maintenant, nous allons insister sur un point. C'est de dire que, d'après notre étude, d'après ce que nous tirons de l'étude que nous conduisons au sujet des caractères hiéroglyphiques, nous sommes arrivés à la conclusion que le système hiéroglyphique est fondé sur un système d'homonymie. Et nous allons tenter de l'illustrer maintenant. Nous avons dit tout à l'heure que le poussin de caille, donc classifié G43, et la corde classifiée V1 ont la même valeur phonétique, le OU, en égyptien pharaonique, et qui sont interchangeables, dont l'un peut remplacer l'autre.
Et ceci se fait régulièrement. Et nous ajoutons ceci, c'est que la cordelette, le cordeau, se disent ko en bassa, qui est une langue parlée au Cameroun. Et ce ko est le nom générique de la volaille au sein des langues de la cuvette éthiopienne, comme le montre notamment le swahili ko, volaille, ou le lélé koko, volaille. Le lien entre le poussin de caille et la corde relève d'une relation d'homonymie au sein des langues éthiopiennes. Qu'est-ce que ceci veut dire clairement? Ça veut dire que le poussin de caille, qui en fait figure la volaille, et la corde, ici représentée, ont le même nom au sein des langues éthiopiennes. C'est aussi pour cette raison qu'ils sont interchangeables. Donc ce n'est pas simplement du point de vue phonétique, c'est d'abord du point de vue même de l'objet représenté. Quand on voit un poussin courir dans la cour, on dit ko. On veut saisir une corde, on va dire ko. C'est cela. Donc c'est parce que ces objets ont le même nom dans les langues éthiopiennes qu'ils ont aussi les mêmes valeurs et qui sont interchangeables au sein du lexique pharaonique. Maintenant, ce que nous disons là, ce n'est encore rien, parce que nous allons passer maintenant à un niveau supérieur pour montrer à quel point cette écriture est géniale et c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous allons aborder brièvement la morphologie. C'est un aspect technique, mais nous n'allons pas trop insister là-dessus. C'est simplement pour dire que nous avons compris comment ça fonctionne. Nous avons compris le système d'écriture hiéroglyphique. Maintenant, ça prendra simplement le temps pour ceux qui poursuivent des doutes de le saisir. Car ce que nous allons dire, c'est invincible. Nous avons la certitude sur ces questions. L'omniprésence du poussin de caille dans le système d'écriture de la vallée du Nil provient du lien entre le swahili ko, volaille, et le bassa ko, corde, qui, dans cette langue dite bantou, prend également le sens de morphème, infixe, suffixe, préfixe. Un morphème est défini comme un signe linguistique dont le signifiant est un segment de la chaîne parlée et qui est un signe élémentaire, c'est-à-dire ne pouvant être représenté en termes d'autres signes de la langue. Comme exemple, nous pouvons citer en français doublement, constitué de deux morphèmes, à savoir double et ment. Un infixe est un affixe qui est placé au milieu d'un mot pour en former un nouveau. Un affixe est un morphème qui s'adjoint au radical ou au lexème d'un mot. Ces règles de morphologie linguistique seront décrites par le signe G43 de la liste de Gardiner qui représente un poussin de caille et par le signe V1 qui représente une corde. Le poussin de caille et la corde se nommant ko au sein des langues éthiopiennes et ko signifiant en bassa, morphème, infixe, suffixe, préfixe, affixe, etc. Donc voilà la raison pour laquelle ce signe est omniprésent sur les stèles, les papyrus et les bas-reliefs de la vallée du Nil. Parce que d'ailleurs la corde en elle-même sert à attacher. Donc la fonction de l'affixe, ça permet simplement la fluidification du langage en fait. En réalité, mais je ne veux pas trop insister. Parce que si vous avez compris ce petit texte, nous sommes déjà bien avancés. Pour illustration, si l'on considère par exemple le trilitère arabe KTB, qui signifie écrire, on peut former plusieurs mots à partir de cette racine par intercalation de voyelles et ajout d'affixes, notamment tataba, écrire, ik, tataba, copier, kitab, livre, maktaba, bibliothèque. Donc la racine est toujours la même et on ajoute des affixes et des voyelles pour changer le sens du mot, mais la racine est toujours la même. La langue hébraïque vérifie la même règle avec la racine KTV, écrire, qui donne liktov, lekatev, être écrit, kotev, ce qui écrit, tiva, écriture, ktav, écrit. Ces affixes qui traduisent les voyelles tiennent le même rôle que le poussin de caille ou la corde translittérée ou W dans le lexique pharaonique. Ces signes suggèrent la distribution de voyelles autour d'une racine consonantique et il peut s'agir de n'importe quelle voyelle. Affixe, suffixe, préfixe, morphème se disent ko en bassa. La corde se dit ko en bassa. Le poussin se dit ko en swahili.
Avec des variantes, nous avons Coco, etc. Dans la cuvette congolaise, c'est récurrent. Ceux qui parlent leur langue, ici, pourront l'attester. Coco, c'est une duplication du même phonème. Okay? Donc, c'est un peu cela. Donc, ceci est important. C'est la raison pour laquelle vous allez toujours ou souvent trouver le poussin de caille représenté à la fin de certains termes avec la valeur W. Mais ce W sert à distribuer les voyelles et les affixes au sein même du mot. Hein? Donc, de la racine consonantique qu'il précède. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Bon. Exemple 3. Nous avons ici représenté une graphie que nous avons vue tout à l'heure, donc qui est translittérée toute avec le sens de statue, image, effigie, figure, et donc qui est déterminée ici par la momie dressée. Nous aurons montré que le poussin de caille rend compte des affixes et des voyelles qui s'insèrent dans la racine consonantique. Donc nous voulons ici illustrer en fait comment ceci peut se lire, comment cette graphie peut se lire au sein des langues éthiopiennes. Donc nous aurons montré que le poussin de caille rend compte des affixes et des voyelles qui s'insèrent dans la racine consonantique, conséquence qui donnera à cette graphie d'être lue Toto, qui signifie nombril en Yassa, Todi, nombril en Douala, Toto, nombril en Bemba, ou encore Tutu, nombril en Chiluba. Ici, je fais sauter les préfixes de classe, hein, c'est pas nécessaire. Je ne prends que les racines qui décrivent le mot lui-même en réalité. Donc, ceux qui parlent la langue, par exemple, en Douala, on dit Muto, c'est le nombril. Moi, je dis Todi ici, je fais sauter. Quand je fais sauter le préfixe, je rajoute un tiret pour bien indiquer ce fait. C'est de cette série que provient le nom Tot ou Tout que porte le maître de la parole divine. Le thème de la ressemblance associée au nom de Tot expliquera le lien que le système d'écriture hiéroglyphique entretient avec l'homonymie. Cette relation est confirmée par le Guéra Koufa nombril, qui est une variante de Ifwa, hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui devient un homonyme de l'Oluganda Koufa, mourir. Le thème donc de la graphie. Le Mboshi présente Okufa forgeron et Koufa forge Okuba forgeron. Alors je parle ici, ou j'introduis ici l'image du forgeron pour bien souligner que cette momie dressée est en réalité une représentation d'Osiris lui-même. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'Osiris, parce que je m'interdis de parler de notre Seigneur comme ça entre deux mots. Ce n'est pas possible. Osiris, c'est tout un corpus. Si on parle d'Osiris, on parle d'Osiris. Ici, je vais simplement aborder un aspect hein, de cette tradition ancestrale qui est la nôtre, et je ne veux pas parler d'Osiris. Donc, c'est un exercice que je m'interdis lorsque je parle comme ça, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Alors, si j'insiste sur le fait que cette graphie translittérée toute dans les ouvrages d'égyptologie est lu Toto nombril, c'est parce que le nombril a une importance particulière. Il faut le savoir. Dans les traditions éthiopiennes, je ne dis pas c'est pas pour rien, je ne veux pas insister, mais c'est pas pour rien qu'il y a cette relation qui apparaît ici, de cette manière. Parce que par exemple, pour ceux qui connaissent un peu les traditions constituées, vous savez qu'en Grèce, nous avons la tradition avec donc l'oracle de Delphes qui avait l'omphalos, c'est-à-dire le nombril, hein, qui était constitué, qui était un oracle. Et vous savez que l'oracle, l'image de l'oracle est intimement liée à la parole. Donc c'est pour cette raison que nous avons ici ces images, et c'est pour cette raison aussi que le nom Tot dérive directement des mots du nombril, hein, des langues éthiopiennes. C'est pour cette raison. Mais, comme j'ai dit, je ne veux pas parler d'Osiris, parce que c'est quelque chose d'extrêmement dense, et de toute manière, j'en parle dans les livres assez suffisamment. Donc ceux qui me lisent auront des éléments de réponse, et sauront pourquoi je ne peux pas, parce que c'est dense, c'est très vaste. Sans seulement parler ici du nombril, on n'a pas fini. Or, moi, je veux faire une communication, en fait, qui tourne autour de la question des hiéroglyphes. Voilà. Et naturellement, l'image du forgeron qui apparaît ici, le forgeron, c'est le civilisateur par excellence. Hein, c'est Osiris lui-même, il faut le savoir. Hein, c'est pour cette raison que tous les mythes, notamment avec Prométhée en Grèce, etc., pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, et même en Éthiopie, là, avec Ogo chez les Dogons, le civilisateur par excellence, c'est toujours le forgeron. Hein, et c'est pour cette raison que nous avons ici donc, ces éléments qui paraissent de cette manière. Mais je veux m'arrêter ici pour cet aspect. Maintenant, nous allons un peu faire un exercice intéressant qui consiste à découvrir en fait ce que signifie l'expression Melunedjer, qui est le nom authentique de cette écriture géniale que nous sommes en train en fait d'étudier. Voilà. Et il faut savoir que c'est un mot qui est composé, de deux signes. Donc le signe S43 qui représente une canne ou un bâton et qui rend également compte du verbe parler, et du signe R8
qui est traduit par divin, Dieu, etc. au sein donc des dictionnaires égyptologiques. Donc c'est l'association de ces deux signes qui donne l'expression Melu Neter, donc traduite dans les mêmes ouvrages d'égyptologie par parole divine. Bon. Maintenant, nous allons donc introduire cet aspect avec la canne ou le bâton, donc le signe S43. Alors nous disons ceci. Avec l'expression Melu Neter, c'est le terme Medou qui est traduit par parole. Donc, avec l'expression Melu Neter, c'est le terme Medou qui est traduit par parole. Cet idéogramme représente une canne qui se nomme Tong en bassa, le Bakoko A, Tonga, la canne, le Pongwe, Tongo, la canne, le Douma, Tungu, la canne. Il faut savoir que ces exemples que je donne ne sont pas exhaustifs, naturellement, parce que c'est une forme qu'on retrouve dans toutes les langues éthiopiennes, ou quasiment au niveau de la cuvette éthiopienne, là c'est clair, la canne c'est Tong, Tonga, Tongo, etc. Ce n'est que des variantes, mais c'est le même terme qui est à chaque fois sollicité. Donc je donne ces quelques exemples simplement, mais dans les livres, je suis beaucoup plus, voilà, je présente les listes, etc. Donc ici je ne peux pas le faire pour des raisons évidentes. La règle qui veut que de l'idéogramme naisse le concept ou l'idée permet d'établir que le Bakoko, Tonga, est un homonyme du Kisi, Tonga, qui signifie coudre. Alors, tout à l'heure, je vais insister sur cette relation, mais je vous prierai simplement de la retenir comme ça. Tonga, bâton, Tonga, coudre. Le Lusoga offre Tonga, coudre. Le Chiluba, Tonga, coudre. Le Zulu, Tonga, coudre. Le Kikongo, Tonga, coudre. Quel lien y a-t-il entre le tissage ou la couture et la parole traduite par le signe S43 qui représente une canne? Alors, ce lien apparaît notamment avec la tradition du peuple Dogon au Mali. Ici, je reprends un extrait du livre Le Dieu d'eau, donc publié par Marcel Griot, qui recueille, en fait, qui procède d'un entretien avec un prêtre Dogon, Ogotemeli. Donc, c'est Ogotemeli qui parle. Il dit ceci. En ouvrant et refermant ses mâchoires, le génie imprimait à la chaîne les mouvements que lui imposent les listes du métier. Et comme tout son visage participait au labeur, ses ornements de nez représentaient la poulie sur laquelle ces dernières basculent. La navette n'était autre que l'ornement de la lèvre inférieure. Tandis que les fils se croisaient et se décroisaient, les deux pointes de la langue fourchue du génie poussaient alternativement le fil de trame et la bande se formait hors de la bouche, dans le souffle de la deuxième parole révélée. En effet, le génie parlait. Comme avait fait le Nomo lors de la première divulgation, il octroyait son verbe au travers d'une technique afin qu'il fût à la portée des hommes. Il montrait ainsi l'identité des gestes matériels et des forces spirituelles, ou plutôt la nécessité de leur coopération. Le génie déclamait et ses paroles colmataient tous les interstices de l'étoffe. Elle était tissée dans les fils et faisait corps avec la bande. Elle était le tissu lui-même et le tissu était le verbe. Et c'est pourquoi l'étoffe se dit soy, qui signifie c'est la parole. Ici, je représente donc l'expression Melu Neter pour simplement rappeler que le symbole Neter, c'est une étoffe, hein, enveloppée autour d'un bâton. C'est une étoffe. La relation, elle est là entre la canne Tunga ou Tonga et ses variantes et l'étoffe. Elle apparaît déjà. Mais naturellement, nous allons montrer que ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut s'émanciper du complexe du hasard, parce que ça n'existe pas dans ces questions. Ça, il faut le savoir. Alors, ce témoignage recueilli par Marcel Griot permet d'établir le lien entre le tissage et le langage auquel se rapporte le signe S43. Le Chiluba Tunga, coudre, en effet, aura conduit aux Suédois, Tunga, langue, mais pas seulement, avec ses variantes. Ici, donc, je cite ce terme au sein des langues eurasiatiques, et on découvre en fait qu'elles traduisent la notion de langue, non seulement organe de la parole, mais également langage, langue parlée, par Tunga.
et ses variantes. Donc nous avons le vieux saxon Tunga, le proto-germanique Tungo, l'anglais Tong, le frison, etc., etc. Je ne peux pas tous les citer ici, mais vous conviendrez avec moi que c'est quand même curieux. Mais je dis curieux pour ceux qui ont encore des doutes. Parce que ceci traduit simplement le sens de l'histoire. C'est beaucoup plus profond que ça. Ce que nous disons ici, c'est très important. Mais nous n'allons pas insister parce que dans les livres, c'est fait. Et de toute manière, c'est une communication que chacun saura regarder à sa guise puisqu'elle est publique. Voilà. Donc, cette simple correspondance traduit le sens de l'histoire. Parce que chez les Éthiopiens, la parole est tissée. C'est pour ça que nous retrouvons Tongo, Tonga, etc. qui s'apparente au mot de la couture, du tissage, donc Tunga. Donc c'est de la cosmogénèse, c'est de la philosophie. Ce n'est pas suspendu en l'air, c'est de la philosophie. Nous sommes en train ici de traduire un corpus qui a vocation à expliquer la création de l'univers, comment les choses se sont mises en place. Or, chez les Eurasiatiques, ce n'est pas possible d'expliquer pourquoi ils utilisent Tunga pour dire langue. Ça s'arrête là à Tunga, ça ne va pas plus loin. Donc ça montre bien le sens de l'histoire. Et l'inverse n'est pas possible du simple fait de la chronologie historique même, puisque l'homme, de fait, faut-il le rappeler, est quand même né dans la cuvette éthiopienne. Ça, il ne faut pas l'oublier, il n'était pas muet. C'est quand même important de le rappeler. Bon. Donc, nous allons maintenant questionner donc, le trinitaire néther, traduit par Dieu dans les ouvrages d'égyptologie, et rappeler ce que c'est qu'un trinitaire, pour naturellement ceux qui ne sont pas familiers de ces concepts. Un trinitaire, c'est un signe qui rend compte de 3 valeurs, si vous voulez, de 3 consonnes. Ici, dans le cas d'espèce, dans le trinitaire néther, rend compte donc de cet ensemble de signes que j'ai encerclé. Donc, l'étendard ou le drapeau, si vous le souhaitez, l'entrave pour animaux, et puis la bouche. Voilà. Et nous disons ceci. Ainsi, le signe R8 est accompagné du signe V13 qui représente une entrave pour animaux. Et je rappelle en fait, je ne l'ai peut-être pas dit, mais que pour comprendre pourquoi on traduit néther par Dieu, il faut connaître et expliquer tous ces signes qui sont encerclés ici. Ce n'est pas simplement le drapeau qu'on agite et puis on dit c'est néther, c'est Dieu. Ça, non. Ok, comprenez que ce n'est pas ça. Ceux qui le font sont dans l'erreur. Il faut expliquer le trinitaire dans son ensemble, c'est-à-dire les signes qui l'accompagnent, ce qu'on appelle les compléments phonétiques, mais qui en réalité ne sont pas les compléments phonétiques parce qu'ils ont leur sens et leur importance. Et ils sont aussi importants que le signe qui est maintenu pour exprimer l'idée de Dieu, entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait ça, mais enfin, je parle pour me faire comprendre. Donc, ainsi, le signe R8 est accompagné du signe V13 qui représente une entrave pour animaux et du signe D21 qui représente une bouche, avec le sens de voix, langage, langue. Donc ici, je reprends les signes en question, donc le signe V13, donc entrave pour animaux, et le signe D21 qui est translittéré Ra, qui signifie bouche, et a le sens de... Donc qui désigne la bouche en fait. C'est un dessin qui rend compte de l'organe buccal, l'organe de la parole en réalité, mais on va y venir. Bouche, voix, langage, langue, etc. Bon, maintenant, cette première constatation permet de conclure que l'expression Medu-Neter est en réalité un mot composé et dont les 2 composantes renvoient à la notion de parole, puisque Medu est également traduit par parole, sens que l'on approche de la voix à laquelle renvoie le signe D21 inclus dans le trinitaire néther. Qu'est-ce que ça signifie? Simplement, ça signifie que dans l'expression Medu-Neter, c'est un mot composé de 2 symboles. Mais les 2 symboles renvoient à l'idée de langage. Donc c'est un mot composé et les 2 composantes de ce mot renvoient à l'idée de langage. C'est très important. Donc l'un comme l'autre suffisent à expliquer le thème de la parole divine. C'est très important ce que je dis là. Vous allez vous en rendre compte. Avec Néther, c'est-à-dire Dieu, entre guillemets, nous verrons que l'entrave pour animaux sollicite l'image de l'étable. Car c'est dans l'étable que les animaux sont entravés. C'est-à-dire c'est une relation immédiate et directe. En bassa, l'étable se nomme Ndap Bilem. Lem désignant l'animal entravé ou domestiqué. Ok? Entravé ou domestiqué, c'est très important. Il s'agit d'un homonyme de latin lem qui signifie langue ou langage et lem qui signifie langue en tant qu'organe, auquel nous ajouterons des nuances décrivant l'organe de la parole. Et ici, nous présentons maintenant
les mots de l'organe de la parole, c'est-à-dire de la langue, au sein des langues éthiopiennes, qui procède en réalité de ces signes qu'on prend pour un complément phonétique, mais qui rend compte en réalité de la notion de langue. Donc le symbole néther se suffit à lui-même pour exprimer l'idée de parole divine. Ok, c'est très important et c'est tout à fait logique d'ailleurs. Donc ici, je ne vais pas citer la liste, c'est des mots que vous connaissez, puisque vous connaissez les langues éthiopiennes, et ça couvre absolument tout, ça va même jusqu'au Wolof. C'est pour vous dire que lorsqu'on on sectionne l'Afrique en prétendant que tiens, ça c'est le domaine soudanais, ça c'est le domaine bantou, ceci procède de l'idéologie coloniale. Il faut s'émanciper. S'émanciper, c'est la condition même pour la bonne compréhension de cette écriture, en fait, qui est notre écriture ancestrale. C'est la condition pour comprendre ce que faisaient nos ancêtres et pourquoi ils ont produit cette civilisation qui est la civilisation la plus avancée que l'humanité ait pu produire. C'est quand même important. Donc ici, je ne vais pas toutes les citer, mais vous pouvez les lire avec moi. Et simplement pour dire que, bon, nous avons notamment le Zoulou ou l'Imi, etc., le Fangdem, la langue, etc., etc. Donc voilà, c'est ça. Et ça procède en réalité de ce signe qui est l'entrave pour animaux. Ok? Et la relation que ce vocabulaire entretient avec le fait d'être entravé ou de ne pouvoir bouger va être confirmée par les mots de la paralysie au sein des langues éthiopiennes. Car celui qui est paralysé, c'est celui qui est entravé, au sens propre comme au sens figuré. Nous avons ainsi le Chiluba Lema, qui traduira paralysie. Lema, perclus, paralytique. Lemana, être difforme. Le Fang Eyem, qui est une variante de Lema, difforme, paralytique. Ou le Mboshi, Eleme, défaut physique. Le Bassa propose également Lem, défaut physique. À l'origine probable de l'anglais, Bilem, paralytique. De l'allemand, Lam, paralytique. Néerlandais, Lam, paralytique. Et du suédois, Lam, paralytique. Le Chiluba, Lema Muntu, traduira attraper un homme et le lier, l'entraver. Et Boulema, handicap, difformité, paralysie. Le Kami ou Limi, langue, en tant qu'organe de la parole, traduira la notion de langage avec l'Ikalanga, l'Ulimi, le langage. Le Ndebele, Ulimi, le langage. Le Nyamwezi, l'Ulimi, langage. Ou le Njosa, Ulimi, langage. Okay. Et c'est pas pour rien ici que j'aborde la question de la paralysie. Je ne vais pas trop insister. Ceux qui ont lu mes ouvrages récents savent l'importance de la paralysie, même attachée à la question de la sédentarisation, la naissance de la civilisation. Donc c'est pas pour rien que ces thèmes sont sollicités. Et naturellement, l'image de l'étable arrive aussi avec la tradition chrétienne qui fera naître le personnage biblique de Jésus dans une étable à Bethléem. Il faut savoir que Bethléem a deux sens. En arabe, c'est Bethlam, c'est-à-dire la maison de la chair. En hébreu, Bethléem, la maison du pain. Mais cette chair, l'âme, c'est le même mot que l'allemand utilise pour dire paralytique. Donc c'est la maison du paralytique. Ce paralytique, je vous le dis tout de suite, c'est Horus. C'est Bok Horus, le paralytique. Donc parce qu'on dit que son nom ornithologique c'est Bic, ce n'est pas ça. Ça ne se dit pas Bic, ça se dit Bok paralytique. C'est ça son nom ornithologique en tant que faucon. Mais je ne vais pas trop insister là-dessus, puisque c'est des sujets que j'aborde par ailleurs où j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Mais sachez que tout ceci est complet, c'est encore plus complet. Je n'aborde que des bribes parce que le temps ne me permet pas de m'étendre sur ces sujets. Voilà. Et naturellement, ceci n'est qu'un rappel, donc, pour bien signifier les choses. Donc, le R8, c'est ce qu'on appelle un trilitère qui rend compte de trois consonnes, de trois voyelles, de trois consonnes, pardon, parce que les voyelles sont exclues dans le système consonantique. Donc, c'est ça. Alors, ce symbole que nous avons encerclé, nous l'avons dit, nous avons déjà questionné donc l'entrave pour animaux qui rend compte donc de la langue en tant qu'organe de la parole et puis du langage. Et il nous reste à clarifier finalement à quoi renvoie cette bouche qui complète en fait la graphie. Voilà. Alors, la bouche de cette graphie a le sens de voix, langue, langage, donc qui complète. On est dans le même univers, bien sûr, puisque l'entrave pour animaux aussi renvoie à la même idée. Donc, ça prouve bien que nous sommes ici dans un système d'interchangeable et d'homonymie en réalité, mais je crois que vous avez compris l'idée. Donc, la bouche se dira noix en baoulé. C'est pas pour rien que je choisis le baoulé, c'est pour bien montrer que même quand vous allez jusqu'en Afrique prétendument occidentale, en fait, parce que l'Afrique occidentale, le Cameroun est en Afrique occidentale, bien qu'on prétende que ce soit l'Afrique centrale, il suffit de regarder la carte pour comprendre que le Cameroun est à l'ouest. Mais bon, même cette carte-là, on ne sait plus la lire. Donc, la bouche se dira noix en baoulé avec des variantes.
Bemba Noa, le proto-bantou Noa, etc. Donc la bouche. Je présente ici quelques exemples. La liste n'est pas exhaustive. Naturellement, elle ne peut pas l'être puisque nous n'avons pas le temps de nous étendre sur les listes. Je donne juste des exemples pour montrer que c'est récurrent et que ce n'est pas simplement un fait isolé. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette bouche est translittérée Ra, hein, qui est le nom en fait de cette divinité que les égyptologues ont identifié au soleil. Voilà, on dit Ra, c'est le dieu soleil, c'est ce qu'on rencontre dans la littérature commune. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais bien sûr, il y en a qui sont dans une démarche caricaturale. Mais c'est pas la nôtre. Et de toute manière, on est quand même ici pour restituer une histoire très très importante. Donc, cette bouche-là, on la retrouve dans le nom de Ra, qui est représenté ici, hein, que je représente ici. C'est ce signe que j'ai encerclé en rouge. Voilà. OK? Qui signifie voix, langage, langue. Donc, et qui rentre dans le nom de la grande divinité éthiopienne, en fait. Bon, il a plusieurs noms. Et on va l'appeler Ra par convention. Voilà. Et le fait est que, on peut encore reprocher, puisque nous prétendons que le système hiéroglyphique est un système fondé sur la relation d'homonymie, on peut encore dire que oui, mais pourquoi on isole seulement la bouche et on ne tient pas compte du bras? Bon, si c'est une remarque qui arrive, je dirais simplement que le proto-bantou pour le bras, c'est boko. Ça veut dire paralytique. Donc on est encore avec le faucon. Ça c'est clair. Et puis Ra est représenté sous la forme d'un faucon. Le bassa, en bassa, le bras c'est wo. Mais wo c'est le lobby pour dire la bouche. Donc nous sommes encore dans un système d'homonymie. Donc, mais comme je ne veux pas m'étendre, hein, puisque je sais quand même de quoi je parle, je ne dis pas ça pour rien. Mais comme je ne veux pas m'étendre, je coupe ici. Hein, ce n'est pas pour, je ne le fais pas pour encourager la critique. Parce que je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de dire les choses comme ça en l'air et puis comme si je me cherche. Je ne me cherche pas, je sais. Hein, ce n'est pas une foi, c'est une connaissance. Voilà. Donc, pourquoi j'insiste en fait pour associer cette divinité qu'on va appeler Ra en égyptologie à ce corpus? C'est pour la unique raison que en bassa, Noa, donc le nom de la bouche dans les différentes langues, donc notamment en proto-bantou, devient Nouat, qui signifie le maître suprême. Nouat, le seigneur de l'univers. C'est des titres que porte Ra. Si vous êtes familier des textes égyptologiques, vous savez que c'est de lui qu'on parle. Et Nouat signifie celui qui possède, le propriétaire. Ok? Donc je reprends ce que je suis en train de tenter d'éclaircir. C'est que la bouche, c'est dit Noa dans les langues éthiopiennes, comme on le voit ici. C'est un symbole qui rentre dans le nom de la divinité suprême de la vallée du Nil. Quand je dis suprême, il faut me mettre entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs noms. Je veux dire, Osiris, c'est la divinité suprême aussi. Isis, c'est la divinité suprême. Et encore, j'emploie ces termes-là par convention. Mais c'est une manière simplement de me faire comprendre. Parce que si on commence à dissocier Osiris de Ra, c'est qu'on n'a rien compris à la tradition éthiopienne. Mais bon, je dis ça comme ça en passant. Donc, le bassa va dire Nouat. Hein? C'est le même terme, c'est le même mot pour dire maître suprême, seigneur de l'univers. Bon. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en égyptien pharaonique, le symbole R8, translittéré Néter et traduit par Dieu, peut être remplacé par le symbole G7, qui représente un faucon sur une perche et qui est également traduit par Dieu. Hein, ils sont interchangeables. C'est la même idée qui est sollicitée ici à ce niveau. Et naturellement, c'est pas pour rien qu'on choisit le faucon. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, tout ça est lié à la question de la paralysie. Horus rappelle plus tard, j'ai souvent cité ce passage dans mes ouvrages, est né faible des membres inférieurs, c'est-à-dire paralytique. Hein, et dans les marais de Kémis, avant son premier envol, c'est le moment où sa mère le nomme. Et sa mère va le nommer, d'après l'égyptologie, Bik. Mais c'est beau, c'est-à-dire paralytique, avant son premier envol. Et cette tradition, je l'ai aussi souvent rappelé, rejoint celle du Grand Mandé avec le personnage historique, entre guillemets, ça c'est un autre débat, qu'on nomme Sunjata, qui est né faible des membres inférieurs. Ça, il faut le savoir, tout ça est lié, c'est pas pour rien que cette image-là revient. Parce que c'est un mode de production de la civilisation, mais puisque la paralysie suppose la sédentarisation, etc., etc. Donc tout ça est lié. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Néter, en copte, est traduit Nouté. Nouté. Et vous savez la proximité que la langue copte observe avec l'égyptien pharaonique. Okay?
on va dire nouté. Mais nouté, c'est noit, c'est le même terme, c'est le même mot. Hein? C'est quand le bassa dit noit, le cop dit nouté, c'est exactement le même mot. Donc néter, là, c'est noit. Bon, maintenant, nous disons ceci. La mâchoire se dit banga. La mâchoire, c'est la bouche, c'est l'organe de la parole. Hein? On agite la mâchoire pour parler. Donc quand on représente cette bouche, on sollicite aussi les mots de la mâchoire, puisqu'on ne peut pas parler sans agiter la mâchoire. Ce n'est pas possible. La mâchoire se dit banga en lega. C'est une langue de la cuvette congolaise. Le lega, banga, mâchoire, est un homonyme du ngoni, mbanga, le nom du faucon. Le bassa présente banga, la parole. Le bakoko, banga, coudre. Et vous savez que le bakoko et le bassa, c'est quasiment la même langue. Je ne sais pas si ceux qui m'écoutent auront l'occasion de le vérifier. Il suffit de questionner les dictionnaires. C'est la même langue, quasiment. Le bakoko est très proche du bassa et vice-versa. Motifs qui permettent une nouvelle fois de justifier de l'association des signes R8 et G7 dans le lexique pharaonique. Okay? Donc si ces deux signes sont associés, l'un renvoyant à la notion de couture, de tissage, et l'autre à la notion de parole et de couture également avec banga, etc. Nous sommes ici en présence de concepts en fait qui renvoient à la même idée, ou si vous voulez, d'images qui renvoient aux mêmes notions. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Voilà pourquoi nous avons ici Nwat, le nom de la bouche, qui vient en même temps dire le maître de l'univers. Ok, bon. Et banga, naturellement, c'est pas pour rien que j'amène ces exemples, parce que c'est pour montrer que le symbole néter, à lui tout seul, explique l'expression parole divine, puisque en bassa, pour dire la parole divine, on va dire banga inwat, c'est-à-dire la parole divine, la parole de Dieu. C'est ce que ça signifie. En tout cas, comme ça qu'on le traduit en français, c'est beaucoup plus complexe, parce que le français est très pauvre quand vient le moment d'expliquer ou de traduire les langues éthiopiennes. Ça veut dire un certain nombre de choses, mais il faut vraiment connaître le bassa pour sentir la puissance ou sentir l'importance de cette expression banga inwat, la parole divine. Donc le symbole néter suffit seul à l'exprimer, puisqu'il renvoie non seulement au faucon, à la couture, donc au tissage et à la parole, et que Nwat aussi représente en fait, incarne la bouche, si vous le voulez, qui se dit Ra. Bon, Ra c'est une convention, bien sûr, mais c'est Nwat. Ok, en tout cas, pour ce qui concerne le bassa, mais naturellement, ce qui est vrai en bassa est vrai dans toute la cuvette éthiopienne, puisque c'est la même langue en fait que nous parlons. J'utilise simplement le bassa parce que j'ai une proximité et une facilité pour avoir des informations, puisqu'il suffit que j'appelle mon père quand j'ai un questionnement, il me dit ah c'est ça qu'on dit, ah oui ok, bon c'est ça, c'est aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est pas parce que le bassa est particulier, c'est parce que j'ai une facilité, tout simplement. Mais ceci est vrai pour toutes les langues parlées dans la cuvette éthiopienne et même au-delà, puisque ici là je ne parle même pas du bambara, du wolof, c'est encore autre chose, hein, c'est encore autre chose. Mais c'est les mêmes idées, les mêmes concepts qui reviennent. Bon. Maintenant, naturellement, celui qui tisse, c'est le tisserand. Mais il faut donc savoir comment est-ce qu'on nomme le tisserand en égyptien pharaonique. Quelle est la graphie qui rend compte de cette idée? Cette graphie-là, voici. Ok. Longoni, Mbanga, faucon, devient Baka, faucon, en Kikongo. Et vous observez en fait que dans cette graphie, on reconnaît une ou. Et puis cette fameuse bouche que j'ai déjà présenté précédemment ensuite des déterminatifs, donc deux hommes qui ont différentes postures, et puis les trois traits du pluriel, et enfin le T, bon, le T en fait, enfin, quand je dis le T, cette miche de pain, si vous voulez, elle représente un T qui est considéré comme muet par l'égyptologie, bon, donc c'est ça. Alors, et qui exprime la forme du féminin, voilà. Donc, le ngoni, banga, faucon, devient baka, faucon, en Kikongo. Le bassa présente bak, laou. Le beti est bak, laou. Le proto-Grassfield, donc les langues parlées à l'ouest du Cameroun, au Cameroun occidental, propose bak, tissé, où on voit déjà arriver dans l'image du tisserand. Et on comprend pourquoi laou évolue dans le registre du tissage, en fait. Le bakoko, banga, coudre, qui est le nom du faucon. Parce qu'il faut savoir que quand on dit, le ngoni dit banga, faucon, c'est le même mot que baka, hein, que faucon en Kikongo, c'est exactement le même terme. Ce n'est qu'une façon d'articuler le terme, on rajoute un N, peut-être donner de la profondeur au terme, mais c'est le même mot, la racine est la même. B, G, c'est BK, c'est la même racine. Ok. Homonyme du lega, banga, mâchoire. Relation complétée par la bouche qui paraît donc dans la graphie. Donc quand on voit
la houe et puis la bouche, on peut croire que bon, c'est deux. Il faut connaître les noms. Il faut connaître les noms de ces objets voilà, représentés pour savoir que nous sommes dans un système d'homonymie. Donc il suffit de connaître, de connaître un seul mot qui paraît dans une graphie pour connaître, pour savoir comment elle se dit. Vous n'avez pas besoin même de lire la graphie au complet, tous les signes. Si vous savez identifier un seul, vous savez déjà le sens, vous allez savoir en fait le champ sémantique dans lequel cette graphie évolue. Parce que c'est les mêmes termes qui reviennent. Hein. C'est sûr qu'il faut, hein, pour quand même cerner au complet la graphie, faire l'effort d'identifier et puis d'amener les termes. Mais moi je dis, si on n'a pas le temps ou on veut aller un peu plus rapidement, on peut se limiter à quelques signes qu'on identifie et vous allez voir, ça va venir tout seul. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le mot existe. Ce qui fait la puissance en fait d'une lecture, c'est l'importance de la base de données du point de vue du lexique. Parce que plus notre lexique est constitué, plus facile paraîtra cette lecture. Parce que les mots existent, ils ont toujours une relation. Il y a toujours une relation entre les graphies du point de vue des langues éthiopiennes. Toujours. Bon. Naturellement, cette houe, ce n'est pas en vain qu'elle est représentée et qu'elle est associée au tissage. Parce que vous savez qu'en égyptien pharaonique, Méri, c'est l'épithète, l'une des épithètes qui désigne la reine du ciel, c'est-à-dire Isis, entre guillemets. Mais ce mot Méri, en fait, c'est le nom de la lune dans les langues éthiopiennes. Comme je le montre ici, notamment avec le Nyaturu Mweri, lune, etc., etc., etc. Soit dit en passant, c'est le nom qui deviendra Marie dans la tradition chrétienne. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, vous voyez en fait qu'il y a une relation entre la lune et les déesses séléniques, dans les déesses associées à l'astre lunaire d'une manière générale. Elles sont associées au tissage dans la plupart des traditions, que ce soit en Éthiopie, même en Grèce. Les Grèces vont le reprendre avec les déesses qui tissent Arachné, Athéna, etc. Elles sont liées à la lune et il y a une relation immédiate entre la lune et le tissage et bien sûr l'araignée. Mais je ne veux pas parler de l'araignée parce que si je parle de l'araignée, je suis obligé de parler de l'Ibobol, donc du mythe fondateur chez les Bassa du Cameroun. Mais je ne peux pas en parler comme ça entre deux mots. Ce n'est pas possible parce que ça, c'est quelque chose de très fort. C'est très, 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 très profond. Donc, je ne peux pas. Mais sachez que tout ceci est lié. L'Ibobol, l'araignée, salvatrice, qui sauve Nanga, là, c'est quelque chose. C'est immédiatement associé au concept de Medou. Ça, je le dis comme ça en passant. J'ai déjà travaillé là-dessus. Il s'agit simplement de publier des travaux, mais je sais de quoi je parle. Je ne dis pas pour rien. C'est pas pour... je ne parle pas pour parler, voilà, c'est ce que je veux dire. Et je sais de quoi je parle. Bon. La relation que l'astre lunaire entretient avec le tissage ou la couture explique sans doute le Bassa Ngono. Pardon de la prononciation pour ceux qui parlent Bassa, mon Bassa est médiocre. La relation que l'astre lunaire entretient avec le tissage ou la couture explique sans doute le Bassa Ngono, coudre, et Ngonol, couture, des homonymes du Djari Ngono. Ungono, si vous voulez, le nom de la lune avec ses variantes. Donc ici, je présente maintenant le nom de la lune, donc le Boulungon, Fangon, Congo, Ngondi, Ngondangondé, etc. Ça, c'est le nom de la lune. Vous voyez que le Bassa utilise ce terme pour exprimer la couture. Pourquoi? À cause du tissage. Et naturellement, ceci rejoint aussi le thème des muses, parce qu'il faut savoir que c'est la muse qui inspire. Et les muses sont immédiatement associées à la lune, même dans la tradition grecque. Ça, il faut le savoir aussi. Donc tout ceci est toujours lié. Il n'y a rien qui est suspendu en l'air. C'est les langues éthiopiennes, en fait, qui soutiennent tous ces corpus. Bon. Naturellement, ici, je ne l'ai pas parlé de lui, mais c'est parce que je sais que si je commence à parler de lui, on n'est pas sorti. Djéouti, ou Thoth, si vous voulez, le maître de la parole divine, est représenté par un babouin, comme vous le savez, ici représenté avec un babouin, donc avec le disque lunaire sur la tête, qui surveille le travail du scribe. Et je dis ceci, le dieu coiffé du disque lunaire surveille le travail du scribe. Le babouin se dit Ngon, en Bamanan, donc en Bambara. Le Boulou propose Ngon, le nom de la lune. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi Djéouti est représenté sous la forme d'un babouin, il faut connaître le nom de la lune qu'il porte sur la tête. Dès l'instant où vous savez que c'est la lune, vous savez que c'est Ngon. Et comment le vérifier? Avec le Bambara, qui est une langue éthiopienne qui appelle le babouin Ngon, le nom de la lune. Comprenez? Donc, il y a une relation immédiate, et vous le savez, entre Thoth et la lune. Ça, c'est clair. Les mythes, même le présentent, c'est une évidence. Voilà. Donc, il n'y a pas seulement la reine du ciel qui est associée à la lune, il y a également Djéouti, le maître de la parole divine. C'est pour cette raison que la lune, maintenant, apparaîtra, par le tissage à l'origine maintenant de la parole. Tout ceci est lié.
Si vous me suivez depuis le début, vous allez comprendre, en fait, tout ceci est lié. Et que, en réalité, nous sommes en train de tisser une toile. Bon. En conclusion, nous allons quand même tenter d'éclairer un aspect important, puisqu'on utilise le terme Meudou, pour dire Meudou Néter, on le lit et le rencontre un peu partout, pour traduire la parole divine. Maintenant, il faut savoir ce que signifie Meudou. Que signifie Meudou? C'est la question que nous posons et c'est la réponse que nous apportons. Nous pourrons procéder par analogie, pour comprendre la signification de Meudou, en étudiant un terme qui offre la même structure consonantique, à savoir Meudou ou Meudjou, si vous voulez, le numéral 10 en égyptien pharaonique, donc le nombre, le chiffre 10, si vous voulez. Ce numéral correspond au bassa Djom 10, au Douala Dom 10, au Lingala Dzomi 10. Une lecture qui montre que l'égyptologie inverse l'ordre des consonnes en plaçant le M avant le D. Comme vous le voyez ici, ils écrivent M, D avec la barre en bas, W, mais on devrait écrire DM, puisque c'est Djom ou Dom ou Dzomi. Le W, c'est un affixe qui participe à la distribution des voyelles à l'intérieur de la racine qui est MD en réalité. Voilà. Donc, ce numéral correspond au bassa Djom 10, au Douala Dom 10, au Lingala Dzomi 10. Une lecture qui montre que l'égyptologie inverse l'ordre des consonnes en plaçant le M avant le D. Ce qui au demeurant n'est pas d'une grande conséquence puisque cet ordre est aléatoire et qu'il s'agit d'une convention. Le D, avec la barre en bas, de l'égyptien pharaonique évolue en D, DZ et J, ce qui permet de traduire Meudou par Djom. Ceci est d'autant plus pertinent lorsqu'on sait que le W est un affixe qui organise la distribution des voyelles au sein de la racine consonantique. Bon. Le Lingala Dzomi 10 est un homonyme d'une Kumu Dzomi, coudre, lecture de la racine Meudou, auquel s'ajoutent des variantes. Donc ici maintenant je présente les variantes et ça c'est la vocalisation réelle de la racine consonantique MDW, donc translittérée Meudou. Donc quand on dit Meudou Néter, bon, c'est une convention. Mais si vous voulez le dire réellement, c'est comme ça que ça se dit. Et ça signifie coudre, mais pas seulement. Mais j'attire l'attention sur la couture ici, puisque c'est le sujet du jour. Mais pas seulement. Hein. Il faut savoir que c'est pas seulement coudre. Mais j'attire ici l'attention simplement sur les termes qui s'y rapportent, pour bien signifier ce fait. Bon. Et j'attire également l'attention sur le proto-Grassfield, donc les langues parlées au Cameroun occidental, qui vont dire toum, coudre. Hein? C'est une variante du kumu, dzomi, coudre. C'est le même terme qui varie, je veux dire, le DZ devient un T, un D, etc. C'est le même mot qui évolue. Donc j'attire l'attention sur le proto-Grassfield qui va dire toum, coudre. Bon. Le proto-Grassfield, toum, coudre, est un homonyme du fan toum, bâton. Le bâton, Meudou. De même, nous verrons que le fan toum, bâton, est également un homonyme d'un toum, couturier, celui qui coud, dans la même langue. Le fan dira notamment touma, cousu. Aussi, le fan toum, bâton, est l'homonyme du proto-bantou, toum, envoyé. Le Bemba propose intume, messager, la tembwewi, nintum, messager, le bangin, Thomas, messager, le mambwe, tumi, etc., 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 variante du proto-bantou, toumé, le messager. Et c'est pour cette raison que vous verrez donc Djéouti ou Tot apparaître sous la figure d'Hermès, qui est le messager des dieux de l'Olympe, etc., etc. Donc la Grèce va développer là-dessus à partir de ces simples notions qui paraissent avec le symbole, donc le bâton, la canne, hein, que j'ai présenté tout à l'heure, qui signifie ntum, qui signifie, donc, traduit par couturier, cousu, envoyé, etc. Apôtre. Hein? Enfant, tum, c'est l'apôtre. Il faut le savoir. Donc, le français texte, qui désigne une suite ordonnée de mots écrits, provient du latin textus, qui signifie tissu. Texo, tresser, tisser. Cette relation n'est valable qu'en fonction
des traditions des peuples éthiopiens qui unissent la parole ou le verbe au tissage. Au reste, le latin propose tela, toile, provenant de texo, tisser, et qui n'est qu'une variante phonétique de ndela, c'est-à-dire necher, Dieu. Notion traduite par une toile, drapeau. Cette correspondance explique pourquoi le Wolof dira Binda, écriture, homonyme du Kikongo, Binda, tressé. Ok? Donc, en français, cette relation a subsisté parce que le texte vient du mot du tissu textus. Donc, on tisse le texte, on tisse la parole. C'est la raison pour laquelle vous avez cette correspondance entre Medou et le tissage, qui est aussi incarné par la toile que représente le symbole néther que nous vocalisons Ndela. Ça, c'est un autre sujet. Je le dis comme ça en passant. Dans les livres passés et à venir, nous allons préciser pourquoi on vocalise Ndela, le symbole ou le trilitère Néther. Car c'est réellement de cela qu'il s'agit. Bon. Alors, je vous remercie de votre attention. Pour ceux qui souhaitent poursuivre cette conversation, je vous invite en toute humilité à acquérir le livre Banga Inuit disponible sur le site www.lulu.com. Un livre qui fait environ 90 pages. Je n'ai pas voulu qu'il soit long parce qu'il n'est qu'une introduction. Le gros du travail est déjà fait, mais il arrive plus tard parce que si je n'explique pas déjà ces choses basiques, on ne comprendra pas pour la suite. Vous allez tomber comme ça dans les choses qui vont vous paraître tomber du ciel, mais il faut construire le discours pour que ceci soit logique pour ceux qui suivent. C'est très important. C'est pour cette raison que j'en fais une introduction. Tout ce que j'ai dit durant cette communication est présent dans ce livre. C'est encore plus de détails. Il y a des choses que je n'ai pas pu dire parce que je ne peux pas m'étendre trop. Mais je vous invite, pour ceux qui ont cette possibilité, d'acquérir ce livre qui permettra d'alimenter les discussions que nous avons et facilitera aussi l'acquisition, en fait, de nos humanités fondamentales. Voilà, donc je vous remercie encore une fois de votre patience, de votre attention et je vous souhaite donc une excellente fin de journée. Merci.